13h-15h, Europe 1 Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent avec votre deuxième invité, Clélie Mathias. Vous accueillez Arnaud Péricard, porte-parole du Parti Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Arnaud Péricard. Bonjour Clélie Mathias. Soyez le bienvenu. On va commencer par parler de la crise de l'hantavirus. Écoutez Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a estimé que le gouvernement était transparent sur l'hantavirus. Il était sur France Info ce matin. Le gouvernement, il a raison de se donner toutes les armes ou les moyens de dire aux gens « on ne vous cache rien ». Parce que dès que tu as l'impression que quelque chose est caché, vous avez tous les complotistes de la Terre qui s'introduisent là-dedans et qui délirent complètement. Arnaud Péricard, est-ce que vous pensez que pour le moment, on semble avoir tiré les leçons de la crise du Covid-19 et que cette crise de l'hantavirus est plutôt bien gérée? Je pense qu'elle l'est, mais elle n'en est qu'à son début, malheureusement, avec encore des incertitudes ou des inconnus scientifiques ou épidémiologiques. Je pense que le gouvernement a pris la mesure de ce que pouvait être éventuellement un risque pandémique, en mettant en quarantaine, en appliquant un certain nombre de dispositifs, en assurant le rapatriement d'un certain nombre de nos compatriotes en France et notamment à l'hôpital Bichat, et effectivement en appliquant un certain nombre de protocoles de protection qui semblent démontrer leur efficacité à ce stade. Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, a été auditionnée hier en commission des affaires sociales. Elle a donné plusieurs indications, notamment sur les masques, par exemple. Mais Adrien Clouet, qui était à votre place il y a quelques instants, disait que lui, il n'était pas satisfait parce que certes, il y avait de la transparence, mais que au sujet des masques, par exemple, elle n'avait pas donné de chiffres. Au sujet des moyens hospitaliers, parce qu'on le sait, cet hantavirus nécessite des soins bien particuliers, notamment des poumons artificiels ou voilà, des chambres très protégées. Il n'avait pas aussi obtenu de chiffres sur ces moyens qu'on avait et il espérait qu'on rende public le compte-rendu des réunions interministérielles. Est-ce que tout cela fait partie également de vos récriminations? Non, je ne pense pas qu'il faille. Vous savez, moi je préside un hôpital public, donc je vois bien à peu près les contraintes auxquelles sont soumises les hospitaliers. Et je peux vous assurer que déjà il faut les soutenir plutôt que de les décrier. Voilà, leur donner davantage de moyens. Là-dessus, il y a un facteur commun avec le parlementaire que vous avez cité. Je crois que c'est pas l'heure de faire des mauvaises polémiques. On n'est pas encore frappé par quelque chose de pandémique. On est précautionneux, on fait attention et le gouvernement a raison de l'être, comme il le fait si c'était une autre pandémie ou une autre épidémie. Donc il a raison de l'être, il a raison de recenser et d'auditer les moyens sanitaires à notre disposition. Le fait que Stéphanie Rist dise qu'on a 3 mois de réserve de masques sanitaires, je rappelle qu'en 2020, même avant le début du Covid, il n'y en avait pas, ça n'existait pas les masques, personne n'utilisait des masques. Ou alors les ouvriers du bâtiment prenaient parfois ce type d'application-là qu'on voyait. Maintenant, on a pris un petit peu plus l'habitude de les utiliser. Moi-même, à chaque fois que je vais rendre visite dans des résidences-services, dans des EHPAD, à l'hôpital, j'ai pris le réflexe de mettre un masque. C'était pas le cas il y a quelques années. Donc on a appris collectivement de cette épidémie. C'est pas le moment de faire de mauvaises polémiques, en plus sur des sujets qui sont pas encore à l'ordre du jour. L'hôpital, je pense, est prêt. Il y a des plans, il y a des plans blancs, il y a différents plans qui sont mis à place. Moi, je sais que mon hôpital, si jamais les choses devaient s'accentuer ou devenir un petit peu plus aigus, il le serait. Tous les professionnels de santé le seraient aussi. Un point, là, c'est plutôt négatif sur le chômage. Le taux de chômage est repassé au-dessus de la barre symbolique des 8%. Exactement. En hausse de 0,2 points sur le premier trimestre 2026, 0,7 points sur un an. Alors évidemment, la situation géopolitique, même internationale, des derniers mois n'aide pas. C'est ce qu'a dit le gouvernement. Mais quand même, on a l'impression que, avant, on commentait mois après mois ces chiffres du chômage. Là, ils réaugmentent. On est loin du plein emploi promis par Emmanuel Macron. Et il semble que la classe politique en fasse peu de cas. Je pense malheureusement que cette situation risque de s'empirer. Je ne suis pas très optimiste sur le front de l'emploi. Quand je regarde les intentions d'embauche qui ont été publiées également, on voit que le pays tourne un peu au ralenti. On voit que certains secteurs, le secteur de l'immobilier était un secteur, ou du bâtiment était un secteur qui offrait des perspectives d'emploi. On voit qu'on a des difficultés d'embauche dans un certain nombre de filières. La petite enfance,
et ça fait écho à évidemment beaucoup de sujets d'actualité, les accompagnants, les soignants. On a beaucoup, j'ai moi-même, je crois que j'ai 70 postes dans ma commune qui sont libres, je n'arrive pas à pourvoir. Donc on a une mauvaise adéquation des formations. Oui, c'est ce que je veux dire. Là, le taux de chômage augmente, mais vous n'arrivez pas à pourvoir certains postes. Mais on a des dizaines de milliers d'emplois sur l'accompagnement des personnes à domicile qu'on n'arrive pas à fournir aujourd'hui. Avec le vieillissement de la population, avec malheureusement ce que l'on voit poindre, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui va inévitablement supprimer un certain nombre d'emplois. Les métiers à la personne sont les métiers d'avenir. Les métiers manuels sont les métiers d'avenir. Or, ce sont deux filières en France qui, malheureusement, n'arrivent pas à produire, entre guillemets, produire suffisamment de ressources humaines pour venir, quelque part, occuper tous les postes qui sont disponibles. Et on en a, rien que dans mon département, plusieurs milliers qui seraient disponibles. Donc, c'est un vrai sujet de réadapter, de recalibrer, réajuster, quelque part, cette offre à cette demande. Et puis, après, on a malheureusement la France, vous savez, c'est un diesel. On va toujours un peu moins vite que les autres, et puis après, on rattrape les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas croire que la crise politique que nous vivons depuis, malheureusement, cette dissolution ne produit pas d'effet sur le tissu économique. Et c'est ce qui est en train de se passer à retardement, à rebrousse-chemin peut-être d'autres pays européens, mais c'est en train de nous heurter en ce moment. C'était pourtant une des promesses du président Macron, ce plein emploi, objectif 5%. Ça ne sera évidemment pas le cas. Il promettait plus de flexibilité de l'emploi, justement, pour qu'il y ait plus de facilité. Ça n'a pas marché. Je me permets juste de faire un petit lien avec la pandémie, avec le Covid. Le Covid nous a montré que la relation qu'on avait au travail était atomisée, qu'on pouvait avoir plusieurs entreprises, qu'on pouvait télétravailler. C'était un truc un petit peu marginal, le télétravail avant. Donc que la relation au travail, elle était plurielle. Donc aujourd'hui, il faut au contraire aller dans ce sens-là. Il faut qu'on intègre le fait qu'on peut avoir plusieurs employeurs, des co-employeurs. Il n'y a pas que des CDI et des CDD. Qu'on travaille plus peut-être quand on est un peu plus jeune et un peu plus en bonne santé et un peu moins quand on tangente l'âge de la retraite. Donc la relation au travail, on doit la regarder avec un autre regard. Malheureusement, effectivement, il y avait ces engagements qui ont été pris, mais à partir du moment où on n'a pas d'engagement budgétaire clair, ou peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir un budget même clair à la fin de cette année 2026 pour l'année 2027, qu'on n'a pas des orientations politiques, économiques et budgétaires qui facilitent justement ce plein emploi, je ne vois pas comment les choses pourraient s'améliorer, malheureusement, avant l'élection présidentielle. Et elles ne vont pas s'améliorer. Mais est-ce qu'en promettant plus de flexibilité, on n'a pas créé plus de précarité, justement, et de faiblesse en cas, par exemple, de crise ? Écoutez, qu'elle soit sanitaire ou écoutez géopolitique, comme moi la plupart soit des commentateurs, soit des personnalités politiques, tout le monde milite, alors à exception évidemment de formations politiques un peu plus extrêmes, tout le monde milite pour davantage de flexibilité, de souplesse ou de liberté dans la relation du travail. On a instiller une petite dose de flexibilité, pas suffisamment à mon goût. Il faut qu'on libéralise encore plus le travail. Il faut qu'on soit plus souple. Et puis, il y a la question... Mais ça créera, vous pensez... Il y a deux sujets, il y a deux vecteurs. Il y a celle-ci, il y a le temps, et il y a évidemment le coût du travail. Et le coût du travail, c'est un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez... des analyses d'embauche, ou en tout cas quand vous demandez aux chefs d'entreprise s'ils sont prêts à embaucher dans les mois à venir, il y a une forme d'attentisme parce que le coût du travail aujourd'hui, quelque part, est supérieur aux attentes que l'on peut avoir sur des perspectives de nouveaux contrats ou de nouveaux marchés. Donc ça pose un vrai problème d'attentisme aujourd'hui. Et le coût du travail, c'est le coût du modèle social français. Donc tant qu'on n'aura pas fortement quelque part réengagé une réflexion sur le coût du modèle social français, on n'aura pas de refonte du coût du travail de manière générale et on aura des rigidités auxquelles on aura du mal à répondre. Parmi les difficultés des Français, il y a aussi la hausse des prix à la pompe. On est un jeudi de l'Ascension, un week-end, et beaucoup de Français ont fait le choix d'annuler leur virée printanière. Écoutez, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'énergie, qui a affirmé que le gouvernement fera des annonces dans quelques jours. C'était il y a quelques jours sur BFM. On a toujours dit qu'on adapterait les dispositifs en fonction de l'évolution de la situation. On voit que cette situation perdure. Et on sait aujourd'hui que quand bien même le conflit s'arrêterait demain, les effets se feront ressentir dans la
durer. Il est donc lieu de continuer à aider d'abord les Françaises et les Français que l'on aide déjà et à amplifier ces aides. Pour être extrêmement clair, davantage de Français seront aidés dans les semaines à venir parce que la situation devient de plus en plus difficile. Elle est de plus en plus difficile parce qu'elle dure et donc de nouvelles annonces seront faites par le Premier ministre d'ici à une semaine. Pourquoi vous attendez ? Tout simplement parce que nous travaillons sur les meilleures mesures. Alors, ça fait plusieurs jours qu'on dit ça, qu'on attend de nouvelles aides, un changement d'échelle même. C'est ce qui avait été promis aux Français pour les secteurs qui sont ciblés et donc aidés. On attend quoi ? C'est une bonne question, Clélie. On attend quoi ? Il y a deux volets. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a les Français, vous et moi, où quelque part, et Maud Bréjon l'a dit, on s'adapte. Alors moi, je paraphrase Jean-Pierre Bacry dans Le sens de la fête, un très très bon film, quand il dit toujours à ses employés, il dit on s'adapte. Eh bien, on s'adapte, effectivement, on réduit. Mais comme on s'est adapté il y a 2 ans, quand la crise énergétique, dans le cadre de la guerre ukrainienne, est venue nous frapper, on a réduit nos consommations énergétiques. On a un peu moins consommé de chauffage, on a abaissé les températures de chauffage et on a réduit. Là, je vois qu'il y a déjà peut-être 15 à 20% d'impact de consommation d'essence en moins, à voir si la tendance 30% sur les 10 premiers jours du mois de mai. Donc on s'est déjà adapté. Après, il y a celles et ceux qui ont besoin et qui ne peuvent pas faire autrement. Exactement. Alors, mais les marins-pêcheurs... L'automobile peut être un moyen de travail, les bateaux, les tracteurs. En plus, sur des marges qui sont déjà ridicules, quand il y en a des marges. Donc évidemment qu'il faut aider et qu'il faut mettre en place des plans, mais il ne faut pas attendre. Et là, je suis un petit peu en désaccord avec la porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas attendre. Il faut que, parce qu'on attend des réponses, le secteur agricole attend des réponses. Je vous prends un exemple concret, les infirmières libérales. Alors peut-être que ce ne sont pas des grands rouleurs, comme on dit. Moi, je ne sais pas ce que c'est véritablement un grand rouleur, parce que le plan a été dimensionné pour les grands rouleurs. Mais une infirmière libérale qui passe sa journée à faire de la voiture, des petits déplacements, mais qui consomme du gasoil ou de l'essence à longueur de journée et qui rend un service de proximité, parfois pas très bien rémunéré, ça doit faire partie également des professions que l'on doit assister, que l'on doit aider. Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon, maire réélu de Saint-Germain-en-Laye, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On parlera d'Édouard Philippe dans un instant qui veut rassembler autour d'une France libre. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est une France libre et puis on parlera aussi d'autres polémiques du moment, parmi lesquelles Master Poulet. À tout de suite sur Europe 1. Il est 3h moins le quart, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est avec vous Clélie Mathias et votre invité Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye. Avant de parler de Master Poulet, un mot sur la présidentielle, puisque c'était à Reims le week-end dernier. Édouard Philippe qui a défendu ses principaux axes de campagne. Il a lancé donc il a annoncé un prochain grand meeting le 5 juillet à Paris. Et il y a un axe, la France libre. Ce thème a été décliné. Au niveau de la liberté aussi. Ouais. Et ça veut dire quoi ? C'est quoi une France libre ? La France elle n'est pas libre, déjà, là ça fait écho. Non, mais ça fait écho déjà à la dénomination du nouveau porte-avions. Ah oui, donc il y a vraiment un lien. Français. Oui, il y a un lien. Ça fait évidemment. Lui, c'est 2038 qui sera livré. Oui, j'espère que. Vous visez 2027 ou... On vise bien. Je vous confirme. On vise bien 2027 et pas 2038. Et 2038, de toutes les manières, si on espère faire 2 quinquennats, on ne pourra pas se représenter après. Je passe cette petite digression. La France libre, évidemment, ça renvoie à une période historique que tout le monde connaît. C'est une France éprise de liberté, une liberté d'entreprendre, une liberté, évidemment, de vivre dans un pays qui retrouve le chemin de sa puissance, assis sur une indépendance et une liberté énergétique, une indépendance auto-alimentaire, et puis, évidemment, un certain nombre de services publics, de la santé, de l'éducation, revitalisés, renouvelés. Donc ça fait écho évidemment à beaucoup de choses et ça fait écho évidemment à une valeur qui est cardinale au sein d'Horizon, c'est celle de la liberté. Mais je reviens sur ce sanglant, la France libre, parce que forcément on pense à la Seconde Guerre mondiale, à la Résistance, à Charles de Gaulle, mais la France de 1944-45 n'est pas la même que celle de 2026. Donc faut-il s'appuyer sur ces slogan-là ? Fort heureusement
que les choses ont évolué et que les choses ont changé. Il y a un autre slogan qui a été évoqué, c'est celle de la République éternelle également. Bon, on était à Reims, alors Reims, c'est la ville des sacres, c'est pas la ville de la République éternelle, c'était celle de la royauté éternelle à l'époque. Non, je crois que c'est important, je crois que la sémantique c'est important. Je pense que c'est important de proposer à nos concitoyens des points de repère et des points de repère sémantiques, et je pense que de faire référence à la France libre, ça parle à tout le monde, chacun peut y trouver. Il y a évidemment la référence historique, il y a la référence à notre pays, et il y a la référence, comme je le disais, à cette valeur qui est vraiment importante et qui est aujourd'hui, je pense, menacée, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'aller et venir, la liberté de travailler également, et la liberté d'entreprendre. Et je pense que ça sera un message qui sera important dans notre programme présidentiel. Il faudra construire une majorité, proposer une majorité législative nouvelle, ouverte, rassemblant explicitement la droite et le centre et refusant explicitement le mirage d'une union avec la droite extrême. Ce sont les paroles d'Édouard Philippe à Reims, donc le week-end dernier. Il se projette directement après la présidentielle là, puisqu'il ouvre sur les législatives et sur le rassemblement. Ça veut dire... Oui, Arnaud Péricard. Non, mais je pense que c'est important de tirer les enseignements des déséquilibres politiques qui sont intervenus depuis la réélection du président Macron en 2022, depuis la dissolution. On a une fragmentation de l'offre politique et elle ne va pas s'estomper tout de suite. Donc il va falloir construire une majorité législative, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle au second tour, il devra ou elle devra construire une majorité parlementaire après. C'est important. C'est important, je disais la sémantique tout à l'heure, c'est important. C'est important de rappeler d'où on vient. C'est important de rappeler qu'on est de droite, parce que ce sont mes valeurs, ce sont celles d'Édouard Philippe, ce sont en tout cas, ce sont les valeurs des compagnons qui nous accompagnent dans ce chemin et dans cette trajectoire présidentielle. Donc on vient de cette famille politique-là et on en est fier, comme il a été fier de servir pendant 3 ans de Premier ministre à Emmanuel Macron. Il a rappelé aujourd'hui, je pense que ça va mieux en le disant, rappelant un certain nombre de principes et de valeurs qui nous dictent. Et puis après, refuser le jeu des extrêmes. Et je vais vous donner un exemple. Je ne parle même pas de l'extrême gauche, parce que celle-ci, depuis le départ, on l'a disqualifiée de toutes les manières, de toute discussion éventuelle que l'on pourrait avoir dans le cadre de cette construction. Mais moi, j'ai été très surpris. Vous savez qu'il y a eu une petite polémique à la suite du discours de Reims concernant Carpentras, Maréchal, nous voilà, avec un tweet de Marine Le Pen, avec un tweet de Julien Audoul, de Bardella, de Jean-Philippe Tanguy, à laquelle également moi j'ai eu mon écho. J'ai été surpris de la virulence de cette réaction digitale sur les réseaux sociaux du Rassemblement national tout de suite après Reims, et de cette forme d'immaturité. J'ai pas compris. Honnêtement, moi j'ai pas compris. Alors que Jean-Philippe Tanguy me traite de pauvre type sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres. Mais franchement, j'ai pas trop compris. Donc j'ai retrouvé là des relents quelque part d'attitudes politiques que je n'avais plus beaucoup vues au Front National depuis un certain temps. Donc quelque part, ça n'a fait que remettre un petit peu en exergue ce que le Front National avait cru faire disparaître depuis un certain nombre de temps. Je reviens à cette question des législatives et de l'anticipation, la projection d'Édouard Philippe avant même, j'allais dire, la campagne pour la présidentielle, de déjà parler des législatives. Je ne sais pas si vous avez vu cette réflexion du socialiste Jean-Jacques Urvoas qui dit que dorénavant, le pouvoir n'est plus à l'Élysée, mais il est au Palais Bourbon, notamment. Ça s'est accentué, notamment depuis la dissolution de 2024. Bon, je crois que c'est l'enseignement du moment. C'est pas ce que l'on souhaite, c'est pas l'esprit de nos institutions, c'est pas en tout cas dans ce format-là qu'a été rédigée la Constitution de la Ve République. Donc moi je ne souhaite pas d'une République parlementaire. Le régime présidentiel de la Ve République, il y a un président qui préside, un gouvernement qui gouverne et un parlement qui légifère. Il est dans ces attributions-là. Oui, mais on le voit là, le parlement est tellement divisé. Je comprends que l'ancien garde des Sceaux puisse évoquer cela, parce que c'est le constat d'aujourd'hui et rien ne se passe. Et le drame d'une république parlementaire, c'est que rien ne se passe. Avec une tripartition de la vie politique, il ne se passe rien. Si ce n'est de l'invective, si ce n'est de l'insulte, et si ce n'est de l'inertie législative, voire réglementaire par la suite.
Édouard Philippe qui a parlé d'union, qui a tendu la main. Écoutez, Gabriel Attal, qui entre-temps a été désigné par Renaissance d'ailleurs. Donc, il a parlé de la désignation du candidat du Bloc central pour 2027. Gabriel Attal était sur France Info il y a quelques jours. Ce qui rendra un rassemblement impérieux, c'est si effectivement il y a un risque de deuxième tour entre LFI et le RN. Moi, je ne veux pas ça pour la France. Et donc, il faut l'empêcher. C'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait un comité de liaison, une instance qui réunisse des représentants d'Édouard Philippe, des représentants de mon parti. On a tous les deux accepté cette idée-là, qui se réunissent, qui discutent. Le moins bien placé dans les sondages se retirera s'il y a un risque Rassemblement National, LFI. Ça, c'est précisément ce qui est discuté dans ce comité de liaison qu'on a mis en place. C'est pas tranché. Est-ce que c'est les sondages? Est-ce que c'est une primaire? Tout ça est en train d'être travaillé. Et s'il n'y a pas de risque, finalement, si les sondages changent un petit peu, et s'il n'y a plus de risque de duel LFI-RN, est-ce que là, il y a moi, je vais vous faire une réponse courte. Oh. Je ne doute pas que Gabriel Attal et Bruno Retailleau, avec le sens et l'esprit de responsabilité qui sont les leurs, rejoignent Édouard Philippe le moment venu, justement, dans cet esprit du rassemblement. Et j'espère que les choses se passeront comme cela. Mais il y a des égos. Il y a de l'argent qui a commencé déjà à couler pour cette campagne. Une campagne, ça coûte cher. Donc, est-ce qu'au bout de plusieurs mois de campagne, l'un ou l'autre se désistera vraiment? Non, mais vous parlez d'argent. Une campagne de premier tour, ça coûte 17 millions d'euros. Voilà. Et l'État rembourse 47%. Voilà. Donc 17 millions d'euros, vous avez compris aussi pourquoi nous on va à notre rythme aussi dans cette campagne, et libre à chaque candidat de faire ce qu'il a envie de faire avec les moyens de sa formation politique. C'est engageant, ça fait partie des contraintes qu'il faut intégrer évidemment, mais après il y a un esprit de responsabilité et il y a un esprit de rassemblement. La conjonction des deux fera que j'espère que et Gabriel Attal et Bruno Retailleau rejoindront Édouard Philippe pour que cet élan au premier tour de l'élection présidentielle soit le plus grand possible. Arnaud Péricard, une dernière question. Vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que vous souhaitez l'installation d'un master poulet à Saint-Germain-en-Laye? Je ne suis pas vraiment favorable. Je suis confronté en ce moment à ces difficultés-là. J'ai beaucoup de demandes. Il y a des modes dans l'alimentaire et dans la restauration rapide. Mais c'est beaucoup de nuisances. C'est la problématique des dark kitchens. C'est la problématique également du Deliveroo et de l'Uber, parce que c'est beaucoup de nuisances pour les habitants qui habitent à proximité de ces nouveaux restaurants. Et c'est parfois des approximations, je mets ça entre guillemets, avec les règles d'hygiène et de sécurité. Donc moi, je suis très vigilant sur ces critères. Donc vous soutenez le combat du maire socialiste de Saint-Ouen, Kamrim Bouamrane? Je le comprends, bien sûr. Et je ne comprends pas la réaction du commerçant en question. Il peut tout à fait jouer de ses voies de recours, etc. Moi, j'essaye d'avoir à chaque fois un dialogue constructif. On a des règles de droit qui doivent s'appliquer. Et je pense que là-dessus, les pouvoirs publics doivent nous aider. La France Insoumise estime que c'est une gentrification imposée d'en haut aux classes laborieuses. Un sondage le dément en disant que 55% des Français approuvaient ce combat de Kamrim Bouamrane contre l'installation des masters poulets. Mais vous, qu'en dites-vous? Je fais confiance aux Français. La gentrification par le poulet, je pense que de tout temps, tout le monde a mangé du poulet. C'est tous les messages que ça véhicule, évidemment, parce que ce sont des cuisines halal, des dark kitchens et des nuisances également avec les systèmes de livraison. On peut s'en accommoder, on peut gérer tout ça, évidemment, mais on ne le fait pas avec un coup de force. Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire donc de Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, c'est Romain Desarmes et Marie-Estelle Dupont. Et si on en parlait sur Europe 1, et nous on se retrouve demain. Demain, oui. Dès 13h l'après-midi. Merci Géraldine. Merci Clélie, c'était Clélie Mathias sur Europe 1. Et notez aussi qu'Eliott Deval vous donne rendez-vous chaque vendredi de 11h30 à 13h et le week-end, le samedi, le dimanche, dès 11h. Eliott Deval vous invite, chers auditeurs d'Europe 1, à débattre en direct avec ses chroniqueurs et invités sur tous les sujets d'actualité. Eliott Deval et vous, de 11h30 à 13h le vendredi et de 11h à 13h le week-end sur Europe 1.